Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo sur mes coups de cœur de 2024. Vous allez voir que j'en ai pas énormément puisque j'en ai que 7 cette année. Ils ont vraiment tardé à arriver mais je les ai plus ou moins un petit peu enchaînés par contre ces coups de cœur. Et ouais, 7 sur 115 lectures au total, ça fait quand même pas beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais vous les présenter. J'ai également pas mal d'INF de romans, donc n'hésitez pas à me dire si une petite vidéo sur tous les romans que j'ai d'INF sur 2024 et savoir pourquoi j'ai d'INF vous intéresse. Je l'avais pas forcément prévu, mais peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous allez voir qu'il y a 5 romantaisies et 2 d'un autre style, donc je vais commencer par l'autre style, au cas où si la romantaisie ne vous intéresse pas. On commence par un roman que j'avais envie de lire depuis très longtemps. C'est le premier de cette autrice que je lis. Il s'agit de La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiesmann aux éditions de chez Faubourg Marigny. C'est ma copine Justine qui m'en avait parlé pour la première fois en me disant qu'elle avait eu un énorme coup de cœur sur ce roman et qu'elle me le conseillait, que de toute façon les romans de cette autrice n'étaient plus approuvés. Et c'était il y a un petit moment quand même qu'elle m'en a parlé. Et donc dans cette histoire, on est en 1930 et on va suivre Lily qui vit avec ses parents mais complètement cachée. Elle est enfermée depuis toute petite, d'ailleurs elle n'est pas très grande, là, elle doit avoir 6 ou 10 ans. Elle est enfermée dans le grenier de ses parents, elle n'a pas le droit de sortir, elle est catégorisée comme une abomination jusqu'au jour où sa mère vient la chercher parce que elle a l'autorisation de sortir, mais ce qu'elle ne sait pas c'est que sa mère va la vendre à un cirque de curiosité et donc va l'abandonner. Et on va suivre le destin de cette jeune petite fille qui va grandir autour de ce cirque avec des personnes complètement différentes et qui voilà, si vous avez vu un peu American Horror Story ou The Greatest Showman, c'est de ce genre de cirque dont il s'agit. On sait assez rapidement, on apprend assez, ouais, peut-être à 10-15% pourquoi elle est considérée comme une abomination et franchement ça fait hyper mal au cœur. Toute son histoire fait vraiment mal au cœur. Et 20 ans plus tard, enfin 2 décennies plus tard, je trouve qu'au niveau des temporalités c'est un petit peu bancal, mais bon, 2 décennies plus tard, on suit Julia qui vient d'hériter d'un manoir parce que ses parents, son père était déjà décédé mais sa mère vient de décéder. Elle a à un moment donné dans sa vie tout quitté, décidé de fuir complètement sa famille et elle va hériter de ce manoir et en fouillant un petit peu, elle va trouver des choses dont elle n'a pas connaissance, des secrets sur sa famille et à un moment donné, les deux histoires vont se recouper. J'ai adoré ce roman, vraiment, je l'ai trouvé hyper touchant, hyper beau, hyper triste. Le destin... Alors, je n'étais pas attachée aux 2 jeunes femmes, même si elles ont chacun un destin assez atypique, assez bouleversant, voilà. Lily m'a énormément touchée, vraiment, dans son combat, dans la vie qu'elle mène, dans le cirque, la suivre aussi, au cirque, voir toutes les péripéties, tout ce qui lui arrive, vraiment ça m'a beaucoup touchée. On est sur un roman hyper page-turner, je trouve. Alors moi je l'ai écouté en audio, franchement j'avais toujours envie d'y retourner, de savoir ce qui se passait pour cette petite fille et pour cette jeune femme aussi, et franchement j'avais trop envie de démêler le vrai du faux, de savoir ce qui se passe, d'avoir un happy end et de voir comment cette histoire pouvait bien se terminer. Et franchement ça m'a donné envie de lire beaucoup plus de romans de Hélène Marie Wiesmann. C'est le seul qui est en audio, du coup j'ai très peur de la lire en physique, mais franchement énorme coup de cœur. J'en attendais beaucoup de ce roman et je n'ai pas été déçue une seule seconde. Dans tous les cas, je vous ai fait des vraies revues
un peu plus construite je pense chaque mois à chaque fois, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos où j'en parle un peu plus en profondeur parce que il y en a beaucoup pour lesquels ça fait quelques mois que je les ai lus, donc j'ai pas tout qui est hyper frais, mais et puis de toute façon c'est des questions de ressenti aussi, ces coups de cœur. Donc je vous invite à aller voir, c'est ça le mot que je cherche depuis des semaines, je vous invite à aller voir mes autres vidéos bilan lecture. Le deuxième un peu contemporain qui m'a procuré un énorme coup de cœur, c'est le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmond chez les éditions Hurlevent. Donc c'est la première parution Hurlevent. C'est une grosse briquette, je vais pas la tenir trop longtemps parce qu'elle est quand même lourde, mais on va suivre Millie qui est une jeune autrice. Elle a écrit un roman à succès historique sur une fresque familiale historique, et elle a décidé de faire un tome par décennie de cette famille-là. Et vraiment ça a fait un tabac, mais elle a eu quelques remarques, pas beaucoup, mais vraiment quelques remarques, disant qu'il y avait des anachronismes temporels, etc. avec l'histoire, et donc elle décide de reprendre ses études d'histoire pour parfaire son histoire et pour parfaire ses connaissances, pour qu'il n'y ait plus aucun manquement et aucune coquille. Et donc elle vit toute seule avec sa grand-mère, elle a une relation très privilégiée avec sa grand-mère. Ses parents et son frère sont un peu des baroudeurs à toujours être en voyage, mais elle aime être chez elle avec un plaid, avec une tasse de thé, avec des petits biscuits, à échanger des lettres avec son ami qu'elle n'a jamais rencontré mais avec qui elle échange des lettres depuis très longtemps, à prendre le thé avec sa grand-mère et les amis de sa grand-mère. Et donc elle a une petite bande d'amis à l'université, et son meilleur ami va la pousser à demander de l'aide à un de ses professeurs, le professeur d'archivage, pour vraiment aller au fond des choses et être le plus précise possible et le plus cohérente et le plus réaliste, proche de la réalité en tout cas, et avec le plus de détails. Et vraiment elle se pose des questions qui nous paraissent un petit peu lambda et qui, moi, quand je lis un livre, va pas me titiller ni rien, mais c'est vrai que quand on lit un livre historique, il y a des petites clés qu'il ne faut pas oublier. Faut pas dire qu'au XVIIe siècle il y avait des montres ou des choses comme ça, et c'est plein de petites choses comme ça qui vont faire parfaire son histoire. En plus elle a un petit syndrome de la page blanche, et ce qui est cool c'est que on suit Millie, on suit les échanges de lettres qu'elle a avec son amie Lyra, et on suit aussi le personnage de son premier tome, voilà, des passages de son livre, et franchement c'était trop cool. J'ai adoré, on est dans une ambiance très Dark Academia, vieille université, vieux livres, etc. Si vous suivez un peu Mrs. Book Yarmond, je trouve que on peut très bien associer Sarah à Millie. Vraiment, moi j'avais l'impression d'avoir le visage de Sarah quand je lisais Millie Davis, parce que c'est tout ce que elle a et qu'elle apporte dans ses vidéos, dans ses photos, etc. Et je trouve que ça va parfaitement... Enfin, pour moi Millie Davis c'est Sarah. Et j'ai pu vraiment m'attacher de ce côté-là aussi, et j'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance. Enfin, j'ai trouvé aucune longueur, pourtant c'est un gros roman. Il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer à un moment donné, et du coup j'ai eu du mal à rentrer dans cette partie de l'histoire, mais ça m'est propre, et parce que je me suis fait un plan sur la comète qui n'était pas fondé du tout en plus. Mais vraiment j'ai vraiment adoré, mais vraiment j'ai adoré pour le côté très cocooning, très doudou, très cosy, très Mrs. Book Yarmond, et je suis pas du tout étonnée qu'elle ait écrit ce roman avec cette ambiance, avec cette énergie là, et franchement je suis trop contente, parce que à la base je voulais pas le lire du tout, et puis quand j'ai commencé à m'intéresser à Hurlevent, je me suis dit bon, je le lirai peut-être un jour, mais pas tout de suite, et on me l'avait envoyé, enfin les éditions Hurlevent se sont trompées dans mon envoi et m'ont envoyé celui-ci au lieu du Nora Lake, Descendre sur tes mains, et ils ont eu la gentillesse de me dire de le garder et de me renvoyer gratuitement Descendre sur tes mains, mais du coup ça m'a mis
un petit coup de pied aux fesses pour que je puisse le lire et d'un côté je leur en remercie parce que sinon je pense que j'aurais toujours pas découvert cette pépite. On va passer au Romantaisie et vous allez voir que vous serez pas méga étonnés par tout ce que je vais vous présenter parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Un coup de cœur que je ne m'attendais absolument pas d'avoir puisque j'ai pas trop aimé le premier tome, enfin le début du premier tome, j'ai pas trop aimé, j'ai failli DNF. Il s'agit de La Maison aux cœurs exaltés de Olivia Wildenstein. Donc là c'est le tome 2 du Royaume des Corbeaux, donc c'est sorti chez Corrigan. Ça m'intriguait beaucoup cette histoire parce que je la voyais énormément passer, on en disait que du bien, mis à part la protagoniste féminine qui était un peu insupportable. Mais ouais, j'étais intriguée mais j'avais peur et quand j'ai commencé le premier tome, je me suis dit ça va pas le faire, je vais l'abandonner et heureusement que j'ai continué puisque ce tome là était un énorme coup de cœur. Dans cette histoire, en bref, on suit Fallon qui est mi-fae et dans cet univers les mi-fae sont comme les humains en vrai, ils ont pas le droit à grand chose, ils ont pas de pouvoir, enfin ils peuvent pas se servir de leur pouvoir ou ils ont plus de pouvoir, je me souviens plus, ils sont pas dans les hautes strates du royaume. Et elle a un amour d'enfance qu'elle aime à tout prix et qui lui raconte beaucoup de bobards. Donc, Damon, Dayton, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, pourtant je le savais, hein, mais je me souviens plus. Il est le prince, sauf que c'est son père qui a hérité de la couronne et à un moment donné elle va avoir comme mission de retrouver des petites figurines de corbeaux à différents endroits et de les libérer et en fait elle va libérer tout un peuple endormi mais je vous en dirai pas plus. Donc ça c'est vraiment le pitch du premier tome et dans ce deuxième tome on est sur toute une reconstruction d'un royaume justement disparu de deux personnages qui se cherchent mais qui ont du mal à se trouver, plein de non-dits, plein de quiproquos, etc. Et on sent des amitiés se renforcer, on sent que y a des nouvelles alliances, il y a un combat pour récupérer un royaume, pour devenir un peu légitime aussi, pour pouvoir survivre aussi. On découvre tout un royaume, tout un paysage complètement différent avec des coutumes différentes, avec des grosses révélations aussi à ce moment-là. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le petit jeu du chat et de la souris entre les deux protagonistes. Et vraiment, ils s'envoient des petits pics, ils se rentrent dedans, ils se détestent autant qu'ils s'adorent. Et franchement, c'est ça qui m'a fait adorer ce deuxième tome. Le protagoniste masculin, je l'aime énormément, vraiment c'est un book boyfriend par excellence, je trouve. Il est pas too much, il est juste, il est droit, il va pas en faire des caisses pour se montrer et je trouve que c'est le bon côté de cette histoire aussi. Alors on est dans une histoire de fae, etc. Donc à premier abord ça casse pas trois pattes à un canard, mais vraiment quand on continue à approfondir cette histoire, on passe le premier tome, je vous assure que ça vaut la peine. Il y a des scènes explicites, voilà, les prochains tomes dans tous les cas il y aura des scènes explicites, mais ouais, j'ai franchement adoré. Il y a beaucoup de termes italiens, donc je sais que l'autrice est à moitié suisse et à moitié américaine. Est-ce qu'elle est suisse du côté italien? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé découvrir cette saga et vraiment ce tome 2, mon préféré. Je l'ai bouffé, j'arrivais pas à m'en détacher, vraiment j'avais du mal à m'arrêter et à passer à autre chose. Un autre tome 2 que je voulais vous présenter, et ça c'est mon dernier coup de cœur de l'année, il s'agit du Roi Maudit et de la Couronne Sanglante, donc le tome 2 des Couronnes de Nyaxia chez Lost Kingdom dans cette très belle édition. J'ai mal au poignet, du coup je vais pas trop le porter, mais je voulais vous montrer déjà la beauté du livre. Les éditions Lost Kingdom, enfin Bookmark Lost Kingdom font vraiment un travail
exceptionnel. Alors il n'est pas donné puisqu'il est quand même à 30 balles, mais il est vraiment trop beau. Dans cette histoire, on est sur une romantaisie avec des vampires. Oraya est une jeune humaine qui a été récupérée quand elle était jeune, puisque toute sa famille s'est fait disséminer par Vincent, qui est le roi des vampires. Sauf que il y a deux types de vampires différents. Il y a les vampires qui ont des ailes un peu type chauve-souris et d'autres qui ont des ailes un peu type oiseau, donc avec des plumes, etc. Et ils se battent pour la légitimité du royaume. Et donc Oraya est une jeune humaine parmi tous les vampires et tous les je sais pas combien de temps. Il y a une espèce de Hunger Game qui se passe, voilà, c'est une compétition entre différentes personnes et la personne qui gagne peut demander une faveur à la déesse. Voilà, à la déesse Nyxia je crois, ou à la déesse, bref. Sauf que quand elle arrive dans ce combat, donc elle s'est préparée pour ce combat, pour cette compétition, elle veut absolument gagner pour faire une faveur, enfin pour demander une faveur et avoir une place un peu plus légitime dans tout cet univers. Sauf que au moment où elle arrive et elle commence la compétition, en fait c'est la seule humaine parmi que des vampires. Elle va devoir survivre puisque tout le monde trouve que c'est la proie number one et la proie facile, surtout que c'est une petite protégée du roi. Du coup, tout le monde veut l'attaquer, donc elle décide de faire alliance avec Rain et avec sa meilleure amie, Rain. Et sauf que il fait partie du clan adverse, donc Vincent se dit très bien, tu vas pouvoir voir un peu de l'intérieur nos ennemis et en attendant je veux des informations patati patata, et elle a la protection de Rain et de sa pote. Et donc le premier tome c'est vraiment la compétition en elle-même, et dans le deuxième tome on a un plot twist sur la fin qui fait que les deux personnages se détestent, mais du coup c'est vraiment un enemies to lovers to enemies. Et c'est pas à moitié enemies en fait, c'est ce que j'ai apprécié aussi dans ce tome là, c'est que Oraya fait pas les choses à moitié, elle est pas là ah non mais je te déteste mais j'ai envie de te sauter dessus, non, elle est redevenue vraiment ennemie. Et si Rain veut retrouver ses faveurs, il va falloir qu'il charbonne un max, et il y a des vraies raisons pour lesquelles ils sont redevenus très ennemis, et franchement j'ai beaucoup aimé, puisque là on a tout le côté un peu plus univers, un peu plus guerre de pouvoir, pourquoi il y a une telle rivalité entre les différents clans, qui est le roi légitime, voilà, pas mal de choses, un peu plus fantasy. La romance passe un peu plus derrière aussi, même si je trouve qu'on est sur une romantaisie où la romance n'est pas prédominante. On sent que les choses montent petit à petit, mais ils se sautent pas dessus hyper rapidement. Dans le premier tome, la seule scène de smut, ou la première scène de smut se passe à 80% du roman. Là c'est à peu près la même chose, donc voilà, il y a pas mal de tension, ça c'est sûr, mais les scènes explicites ne sont pas à toutes les pages non plus. C'est pas un livre à caractère très sexuel. Carissa Broadbent met en avant plus l'univers, les jeux, la compétition, la rivalité, plus que la romance, et c'est ce que j'ai adoré aussi dans ce roman-là. Même si j'ai adoré le premier tome, on était, je pense, à un rien du coup de cœur, mais je pense que c'était mon état d'esprit, j'aurais pu très bien le mettre en coup de cœur, mais celui-ci, je l'ai trouvé un cran au-dessus, et pourtant il y a beaucoup qui l'ont pas trop aimé. On continue avec les tomes 2 avec Iron Flame de Rebecca Yarros chez Hugo. Donc là on est dans une romantaisie académique, puisque nous suivons Violette qui a toujours voulu se préparer pour devenir scribe, sauf que sa mère est générale, que son frère et sa sœur sont des cavaliers, enfin
étaient sont des cavaliers, puisque son frère est décédé au combat et que sa sœur vient d'être diplômée et c'est une très bonne cavalière. Et donc le jour où de l'admission, et ben sa mère lui pose un ultimatum en disant de toute façon tu seras pas scribe mais tu seras cavalière. Sauf que la formation de cavalier est très 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 dangereuse, elle ne s'est absolument jamais préparée à ça et elle va être face à des personnes qui se sont préparées toute leur vie à devenir cavalier. Et donc dans le premier tome on va suivre toute la première année qui est hyper mortelle, qui va permettre aux cavaliers de... parce que c'est pas des cavaliers de chevaux ni rien, c'est des cavaliers de dragons, et il y a un lien hyper important entre le dragon et son cavalier, et c'est ce côté-là que j'aime énormément dans cette saga, le côté de dragon qui a une place hyper importante, qui a un lien hyper fort avec son cavalier. Le dragon qui a un lien hyper fort avec son cavalier et franchement j'aime énormément. On a aussi un petit enemies to lovers puisque la personne, un de ses chefs à Violette n'est autre que le fils de l'ancien chef de la rébellion. La rébellion a été un peu cassée et la mère de Violette a accepté que tous les enfants des rebelles fassent quand même partie de l'académie, soient acceptés et traités de la même façon que tout le monde, et voilà. Et donc elle va devoir faire cohabitation avec Xaden, du coup le fils du chef de la rébellion, le chef qui est mort, mais du coup voilà, il se détache un petit peu, on lui dit qu'il faut pas qu'elle approche Xaden l'aime pas puisque à cause de sa mère, son père est mort, et donc il y a tout ce côté un peu... Et puis ils vont se retrouver rapidement liés l'un avec l'autre, je vous raconte pas pourquoi, sauf que Violette elle a quand même beaucoup de lacunes et donc il va falloir qu'elle s'endurcisse. Le tome 1 s'était terminé sur une bataille épique et sur un cliffhanger assez incroyable, même si j'avoue qu'il était un petit peu prévisible, mais quand même je trouve que ça a été très très bien amené. Et dans cette partie 2, dans ce tome 2, on est sur une opposition entre deux clans, une réalité des choses, une mise en abîme justement de ce qui se passe vraiment, de ce qu'on ne sait pas dans le premier tome, qu'on apprend petit à petit, qu'on découvre petit à petit, mais vraiment c'est les personnes qui commencent à ouvrir leurs yeux sur ce qui se passe réellement. Ils vont devoir retourner pour que Violette passe sa deuxième année dans l'académie, sauf que elle a une position un peu bancale à ce moment-là, et Xaden lui a terminé ses études, donc va devoir travailler assez loin, sauf qu'ils ne peuvent pas être, à cause de leur lien, ils ne peuvent pas être séparés plus de tant de jours, et du coup... Il y a beaucoup de tensions entre les deux, mais c'est là où je dis que dans la couronne de Nyaxia, il y a un vrai enemies to lovers. Là, franchement, c'est un enemies qui... Bon, à un moment donné, c'est oui, non, oui, non, oui, non. Décide-toi à un moment donné, Violette. Il faut que tu prennes une décision une bonne fois pour toutes, mais tu peux pas battre le chaud et le froid comme ça. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passait. Il y a des choses, il y a des scènes pas faciles, il y a des scènes qui étaient attendrissantes, il y a eu des révélations, on a hyper bien avancé dans l'univers, avec pas mal de prophéties où les dragons sont encore une fois très mis en valeur, et c'est cette force-là que j'aime énormément dans cette saga, et j'ai trop hâte d'avoir la suite en ma possession. Il me reste 2 romans à vous présenter, j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la guerre des 2 reines de Jennifer Larmont-Chaud, qui n'est autre que le tome 4. J'ai vraiment mal au poignet. En plus, vous avez vu que je vous ai présenté que des pavasses. C'est le tome 4 de la saga du sang et de la cendre. Donc là, je l'ai en VO puisque j'ai toute la saga en VO, mais je les lis en e-book en français. Franchement, il est hyper lourd. On est sur un tome assez... explosif quand même. Enfin, c'est à peu près... Je trouve que c'est un peu comme tous les autres tomes de la saga de Jennifer Larmont-Chaud. Mais en fait, on commence ce tome-là. Donc déjà, il a fallu lire le premier tome du spin-off juste avant pour pouvoir comprendre, puisque on met en place des nouveaux personnages, une nouvelle
un nouveau type de créature, des nouvelles prophéties, des nouvelles histoires, et on a nos deux protagonistes principaux qui sont complètement séparés. Voilà, et à cause de ce qui s'est passé dans la fin du tome 3, les protagonistes sont complètement séparés et on a les deux points de vue, ce que j'ai trouvé hyper chouette. On a une captivité qui est hyper tendue, hyper puissante et où il y a beaucoup de tension. On a l'autre personne qui essaye de venir à la rescousse, mais tout se passe pas comme il devrait se passer. La personne doit un peu se cacher quand même, savoir si elle est légitime ou pas. Et on a cette histoire qui continue. On suit du coup Poppy et Castile qui continuent dans leurs épopées, dans leurs guerres, dans leurs combats pour rétablir l'ordre, pour rétablir la légitimité des Atlantiens. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, il y a plusieurs reines qui se battent pour détenir le pouvoir et pour être au-dessus de tout le monde, pour être la reine légitime, et donc il va y avoir pas mal de révélations, pas mal de nouvelles choses qui vont se passer. De toute façon, cette saga j'aime énormément. Je pense qu'il y a quasiment tous les romans de cette saga qui sont des coups de cœur, ou alors des très très bonnes lectures. J'ai jamais été déçue d'un roman de cette saga là. Mes souvenirs commencent à être un petit peu flous, donc il va falloir que je me relise un petit résumé spoilant avant d'entamer le tome 5. Même si le tome 5 est un peu particulier parce que je crois qu'on est du point de vue de l'homme et qu'on va revenir un petit peu dans le passé, donc je suis pas sûre qu'on avance vraiment dans cette histoire, mais en tout cas c'est un univers que j'aime énormément. Je le lis en lecture commune à chaque fois avec au moins Morgane et Elika, et puis d'autres personnes quand elles sont à jour aussi. Et j'aime beaucoup partager cette histoire et partager mes ressentis, et franchement il y a des gros moments où mon crâne a complètement pété à cause de cette histoire. On a enfin eu la scène qu'on attendait depuis très 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 longtemps, donc franchement comment ne pas sauter de joie à ce moment-là. Et franchement ouais, le lien entre toutes les personnes, les différents liens, les amitiés, les amours, etc. sont hyper forts, et ouais, je suis trop fan de cette histoire. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Désolée, ce résumé cet avis était un peu flou. Mais je vous avoue que je sais plus. Enfin, j'ai des bribes de ce qui s'est passé. Mais alors, vous racontez en détail ce qui s'est passé. Et puis, c'est un tome 4, donc c'est un peu compliqué de vous faire un truc très détaillé. Et le dernier que je vais vous présenter, je l'ai lu en 24 heures. Il s'agit de Savage Lands de Stacey Marie Brown, donc chez Corrigan. On est encore une fois sur une histoire de fae, puisque on a celui-ci est beaucoup plus léger, du coup j'ai moins mal au poignet. Dans cette histoire on suit Brexley, qui est une jeune humaine qui est orpheline et qui a été élevée par les parents de son meilleur ami. Le père de son meilleur ami est général chez les humains, et Brexley et son meilleur ami font une école, justement une académie, pour devenir des soldats. Et il y a différentes guerres, que ce soit entre les humains et les fae, mais aussi entre les humains entre eux, avec un peu les pays de l'Est, Sud-Est. Donc on a par exemple la Hongrie, on a la République tchèque. Voilà, tous des pays un peu comme ça, qui se font la guerre pour des choses assez particulières. Et Brexley et son meilleur ami ont un petit passe-temps, c'est d'aller piquer des marchandises dans un train qui transite entre les différents royaumes. Sauf qu'un jour tout ne va pas se passer comme il le faudrait, puisque Brexley est chopé par les fae et envoyé dans une prison où personne ne ressort vraiment.
prison très, très brutale et où personne ne ressort. Et c'est ce qui m'a fait adorer ce tome, c'est le côté très prison, très dur, très bestial et franchement j'ai adoré tout ce premier tome. J'avais vraiment envie de savoir comment Brixley allait s'en sortir dans cette prison où personne ne peut en sortir. Elle fait la rencontre, enfin dans cette prison il y a une légende qui fait peur à tout le monde. Il est le portrait craché de Jason Momoa et on sait pas trop qui il est. Il y a une attraction un peu particulière entre Brixley et cet homme et elle va devoir du coup survivre. Il se passe des choses vraiment très très moches, mais elle va devoir survivre et aussi cacher son identité parce qu'elle est autour de Faye, c'est une humaine qui est quand même bien placée chez les humains parce que tout le monde déteste le général, donc si elle dit que c'est la petite pupille du général, bah elle va pas survivre très longtemps. Et il y a des gros tournois aussi, des tournois à mort qui sont faits pour survivre et pour avoir des petits avantages, voilà. Et puis c'est la petite attraction de la prison et voilà ce qui se passe dans cette histoire. Franchement voilà, ce premier tome j'ai adoré pour le côté très prison, très noir, très poisseux, très... Voilà, c'est ce qui m'a happé dans cette histoire. La suite est un petit peu en dessous je trouve, même si là je trouve qu'on est retourné dans un petit élan puisqu'il y a tout un univers autour qui est très complexe avec des prophéties, des choses qui se sont passées dans le passé, des liens qui vont être faits, des mensonges, des retrouvailles, bref il y a beaucoup de choses qui vont être faites et cet univers est vraiment chouette, mais on est vraiment dans quelque chose de très sombre. En fait moi j'imagine ça comme vous savez un peu il fait jaune tout le temps, vous voyez, un peu comme si on était sur Mars et que la Terre faisait de la poussière et qu'il y avait du soleil mais qu'il y avait comme une terre ouais c'est très poussiéreux, enfin c'est vraiment l'image que je m'en fais, quelque chose de très poussiéreux mais lumineux mais sombre avec du soleil mais on voit pas le soleil, on a juste la lumière qui est mélangée avec la poussière. Bref, je sais pas si vous visualisez un peu ce que j'ai en tête, mais c'est comme ça que j'imagine cet univers. Et je suis impatiente d'avoir la suite puisque j'ai lu les 4 tomes et il y en a 6 en tout, donc j'ai hâte qu'ils soient traduits. Donc voilà le point sur mes coups de cœur de l'année. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de romantaisie, voilà, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal cette année à avoir mon premier coup de cœur. J'ai un peu désespéré d'ailleurs, mais je suis très contente de ces livres, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur cette année, à me dire de quoi il s'agit. J'ai mal au poignet, à me dire de quoi il s'agit. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit cœur scintillant pour parler de coup de cœur, mais si vous êtes trop timide, je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.